Bonjour à toutes, et tous. Donc je suis le docteur Estelle Boton. C'est moi qui vais donc modérer ce deuxième webinaire, consacré à douleurs et situations de handicap. Donc déjà, je vous prie de m'excuser parce que ma caméra ne marche pas. Donc vous allez voir mes 2 collègues, mais moi vous ne me verrez pas, mais vous m'entendrez, c'est le plus important. Il vaut mieux les voir eux que moi. Donc moi je suis médecin, douleur au sein de l'association des Genêts d'Or et donc aujourd'hui ce 2e webinaire est consacré à comment évaluer la douleur chez les personnes en situation de handicap, présenté par le docteur Philippe Lemoine, et ensuite quelles sont les douleurs et les actes de la vie quotidienne qui induisent de la douleur en établissement, présenté par madame Amandine Dubois. Donc, je vais présenter le docteur Philippe Lemoine, que vous connaissez, j'imagine déjà, donc qui est pédiatre algologue, spécialiste de la douleur. Il anime la consultation douleur chronique de l'enfant au centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Brest. Et il travaille aussi dans l'équipe Modidol, équipe mobile douleur handicap déficience intellectuelle 0 à 25 ans. Et puis, je présente déjà aussi madame Dubois, qui est enseignante, chercheuse en psychologie du développement, rattachée au département de psychologie de l'université de Brest, du laboratoire de psychologie LP3C. Et je vais donc leur laisser la parole, une demi-heure chacun. Nous avons décidé que les questions seraient posées toutes à la fin. Donc, c'est moi qui me fera le relais de vos questions, que vous pouvez poser dans le petit onglet Q&R en bas. Déjà vous prévenir, c'est gentil de dire bonjour, mais en fait, vous n'êtes pas obligé et surtout, posez toutes vos questions à la suite sans faire enter parce que sinon ça génère à chaque fois une nouvelle, question. Bon webinaire à tous. Bonjour, donc la question du jour, comment évaluer la douleur chez les personnes en situation de handicap? Alors, déjà, on va essayer de placer le diapo. Donc, il y a quelques limites à savoir, qui sont déjà d'une part le fait qu'il y a 4 composantes à la douleur. La composante sensoridiscriminative, donc ça reprend un petit peu ce que j'avais pu évoquer la dernière fois lors du webinaire avec les éléments de neurophysiologie. La composante sensoridiscriminative, c'est qui permet de localiser la douleur, de donner sa durée, son intensité, sa qualité. Donc thalamus-cortex. L'expression de cette composante, c'est surtout par le langage. On peut décrire par le langage ce qui se passe. Une composante émotionnelle et affective, vous vous souvenez, c'est le faisceau qui passe par l'amygdale, la réticulée, etc. Et l'expression émotionnelle et affective n'est pas proportionnelle à l'intensité, à la douleur, mais c'est lié aussi à des éléments culturels, donc c'est un élément d'évaluation un peu particulier. La composante cognitive, c'est ce que je sais de la douleur, ce que j'interprète, ce que j'en pense, et la composante comportementale, c'est comment je l'exprime à travers des cris, à travers une parole plus simple, à travers des gémissements, à travers une motricité, une gesticulation particulière, ou des composantes neurovégétatives qui ne sont pas vraiment, que je ne maîtrise pas habituellement, donc la pâleur, la rougeur, etc. Qu'est-ce qu'on évalue? Quand on évalue en auto-évaluation, on s'intéresse à la composante sensoridiscriminative. Donc, la personne va exprimer verbalement ce qu'elle ressent. Quand on fait une évaluation, une hétéro-évaluation, donc c'est un tiers qui regarde la personne pour évaluer sa douleur, elle va l'évaluer sur la composante comportementale, c'est-à-dire qu'est-ce que la douleur va induire comme modification du comportement chez la personne. Quand on est dans une consultation de douleur chronique, il y ait une auto-évaluation, une hétéro-évaluation, on essaye d'avoir des éléments qui permettent d'apporter plus d'informations sur la composante émotionnelle et également sur ce que c'est la personne, ses composantes cognitives. Première limite, on n'évalue pas exactement la même chose en fonction des contextes. Deuxième limite, le développement cognitif que j'ai mis normal, donc les stades un peu du neurodéveloppement, donc c'est très schématique. L'idée, c'est pas tellement de faire une diapositive exhaustive, c'est qu'on soit alerté sur le fait qu'en fonction de son stage de neurodéveloppement, on va avoir une expérience de la douleur, une expression de la douleur et une réaction à la douleur qui sont différentes. Donc, le développement neurocognitif, il est établi pour des enfants ou des personnes qui ont un développement progressif normal, standard, ordinaire.
Dans les situations de handicap, on peut avoir, surtout chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle, des blocages partiels ou complets, enfin des blocages dans les stades de développement. Et donc, on peut avoir des stades de développement bas chez une personne plus âgée. Par exemple, si je reprends ce qui est écrit sur les 24-36 mois, par exemple, emploi du mot mal, alors il ne faut pas forcément avoir un accès verbal, mais utilisation de techniques non cognitives de coping, par exemple, pleurer, c'est une stratégie émotionnelle. Je pleure parce que j'ai mal pour alerter mes parents quand on a 24-36 mois, mais également qui peut être une agressivité. Je tape l'autre parce que je pense que c'est parce qu'il est là que j'ai mal. En fait, on a du mal à cause de son neurodéveloppement limité à comprendre que la douleur n'est pas liée à l'autre, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, on peut avoir, donc chez des adolescents ou des adultes même, on peut avoir des stades infantiles du neurodéveloppement sur cette stratégie de coping, mais aussi également sur le vécu de la douleur, qui fait qu'on a des réactions qui ne correspondent pas à l'âge qu'on a réellement. Donc, c'est important de comprendre ça et que les réactions et ce qu'on évalue soient rapportées aux capacités habituelles qu'on a pu explorer chez telle ou telle personne. Une fois ces limites posées, les outils de l'évaluation. Alors, je vous ai dit la dernière fois, la douleur est une expérience personnelle, donc on pense toujours, est-ce que je peux faire une auto-évaluation? Dans le contexte du handicap, ça va dépendre du handicap, effectivement, mais on va s'appuyer quand même, on va essayer de voir est-ce qu'on peut faire une auto-évaluation. Et dans le contexte du handicap avec une déficience intellectuelle, si la déficience intellectuelle est mineure, peut-être qu'on va pouvoir faire une auto-évaluation. Et donc, on peut utiliser, même chez des personnes qui sont plus âgées, des outils qu'on va utiliser habituellement chez l'enfant. C'est pour ça que je vous présente plutôt les outils d'enfants qui sont utilisables chez une personne plus âgée. Hein. Donc, les éléments d'âge qui sont donnés, c'est les éléments d'âge qui ont été calculés chez l'enfant, mais qui correspondent à l'âge neurodéveloppemental, en fait. Donc, vers 6, à partir d'un âge de développement de 6-7 ans, c'est un peu l'acquisition de la lecture, ce genre de choses, on va pouvoir utiliser des échelles numériques simples, c'est-à-dire donner une note à ta douleur entre 0 et 10, donner une note à votre douleur entre 0 et 10. 0, on va utiliser un vocabulaire pédiatrique, pas mal du tout, qui est plus simple à comprendre. Et puis 10, très très mal. On peut utiliser un outil que j'ai représenté là, j'ai mis une image d'un des outils. Alors, il y a des triangles de différentes couleurs, peu importe, il y a des rouges, des bleus, des gris, des roses, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est qu'on facilite cet outil-là d'échelle visuelle analogique. Plutôt que d'avoir un trait horizontal de 10 cm, on a une échelle verticale, en bas on a moins mal, en haut on a plus mal. Un triangle, là où c'est plus large, on a plus mal. Là où c'est étroit, on a moins mal. Et un vocabulaire adapté que je vous ai déjà donné pour l'échelle numérique simple, c'est-à-dire pas mal du tout en bas et très très mal en haut. Donc un adulte est capable de comprendre ça. On peut très bien utiliser ces outils chez un adulte tout à fait compétent sur le plan cognitif, ça ne sera pas choquant. L'échelle des visages révisés pour des personnes, alors des enfants de 4-5 ans, mais pour des personnes qui ne vont pas être en capacité d'utiliser l'échelle numérique ou le VA adapté. Donc, 6 visages, c'est celle-ci qui est validée et qui est passée par des études. C'est pas les échelles avec des visages ronds, des sourires, des larmes sont des bonnes idées, mais pas forcément des échelles, ne sont habituellement pas des échelles validées. C'est-à-dire différentes personnes peuvent utiliser, ça, on va avoir les mêmes résultats. Elles sont validées, celle-ci est validée dans différentes cultures également, dans différentes langues, etc. Donc, on montre les visages à la personne. Le visage le plus à gauche n'a pas du tout mal. Le plus à droite a très très mal. Et puis autrement, on dit, voilà, le deuxième a un petit peu mal, un petit peu plus mal, beaucoup mal, etc. Et montrez-moi le visage qui correspond à votre douleur, à ta douleur, où tu as mal, comme quel visage. On ne s'identifie pas au visage, on identifie la douleur au visage. Si cet outil n'est pas utilisable, on peut utiliser éventuellement l'échelle des jetons à condition d'avoir une motricité suffisante de la personne en situation de handicap. Avec les jetons, ça s'appelle poker chips en anglais pour ceux qui font des recherches bibliographiques, on peut utiliser à partir de l'âge de 3-4 ans en termes de neurodéveloppement. Donc on a 4 jetons. Chaque jeton représente un morceau de douleur. Mettez autant de jetons que vous avez là. Donc une note entre 0 et 4. Voilà ce qu'on peut utiliser comme outil
d'auto-évaluation quantitative, d'intensité, chez des personnes qui quand même ont une capacité d'auto-évaluation. Si on veut aller plus loin et selon la capacité des personnes, en auto-évaluation, c'est bien d'avoir des évaluations qualitatives. Alors, peut-être pas pour une douleur aiguë ponctuelle, mais pour des choses qui s'installent un peu, pour lesquelles on a des questionnements. Donc, le dessin de la douleur, je vous ai mis la représentation d'un dessin d'enfant. J'utilise de cette manière-là, avec une palette de 12 feutres de couleurs. Je suis présent au dessin. Je laisse faire avec une consigne, dessine où tu as mal. Et à partir de là, ça permet d'échanger, de discuter. Si la personne est physiquement plus un enfant, on peut utiliser des schémas adultes avec les mêmes consignes, donc homme ou femme. C'est important, même si la personne a un déficit cognitif, un déficit intellectuel, elle se représente dans son corps, non plus comme un enfant, mais comme un adulte. Si vous montrez un schéma d'enfant à un adulte, il ne va pas se reconnaître, il ne va pas accepter, il va se sentir un peu rabaissé, donc ça risque d'être très mal vécu. Je vous ai proposé une autre évaluation qualitative, qui est le DN4 pédiatrique, à la recherche de douleurs neuropathiques. Alors, on peut utiliser le DN4 adulte, mais le DN4 pédiatrique, encore une fois, va faciliter l'accès à des personnes qui, cognitivement, sont un petit peu en difficulté. Il a été validé sur la tranche d'âge 5-8 ans et sur la tranche d'âge 9-11 ans. Pour de 5 ans, c'est un petit peu limite quand même, il faut dire. À l'examen clinique, la douleur doit être localisée dans un territoire où on trouve une variation de la sensibilité au tact, au toucher, une variation de la sensibilité à la piqûre, et on peut avoir une douleur provoquée, augmentée quand on frotte la zone, ce qu'on appelle la lodynie. Et puis, les questions, donc ça c'est l'examen clinique, et il y a 7 questions, et les questions ont été modifiées, tournées de telle façon qu'elles sont plus faciles à comprendre et illustrées par des dessins d'enfants cette fois-ci. Donc, est-ce que ça brûle comme quand tu touches la flamme d'une bougie? Ça correspond à thème sensation de brûlure chez l'adulte. Sensation de froid douloureux, c'est est-ce que ça te fait comme si c'était très froid et désagréable, comme quand tu touches la neige Changan? Moi, je dis ou un glaçon, parce qu'à Brest, la neige, il n'y a pas trop. Est-ce que ça te fait comme si c'était des décharges électriques ou comme si c'était un éclair? Est-ce que ça te fait comme si des fourmis marchaient sur ta peau et que ça te chatouillait très fort? Donc, c'est la sensation de fourmillement. La sensation de picotement, est-ce que ça te fait comme si on te piquait légèrement et plusieurs fois avec la mine d'un crayon ou une aiguille? L'engourdissement, comme quand tu t'endors sur ta main ou ton bras et que tu ne le sens plus après, on peut mimer les choses. Et puis la démangeaison, est-ce que ça te fait comme si ça te grattait? Si vous avez 4 sur 10 ou plus, il y a une composante neuropathique à la douleur. Si le territoire correspond à l'organisation du système nerveux, c'est une douleur de type neuropathique et donc la ressource en termes de traitement est différente. Je ne voulais pas m'étaler beaucoup plus sur l'auto-évaluation, parce que dans le contexte en fait, du groupe, il y a beaucoup de questions qui sont sur les patients avec un handicap, avec une déficience intellectuelle. Et donc, je voulais plutôt insister sur les outils de l'hétéro-évaluation. Encore une fois, on doit toujours se poser la question, est-ce que je peux faire une auto-évaluation chez cette personne parce que la douleur est une expérience personnelle et parce que la composante sensorielle discriminative est plus précise, ou est-ce que je ne peux pas, parce que, par exemple, mon patient n'a pas de capacité d'expression orale, verbale, ou alors trop limitée pour pouvoir répondre aux questions. Et dans ce cas-là, on évalue la composante comportementale avec les modifications de comportement induites par la douleur. Et c'est un tiers qui regarde une personne. On utilise des outils adaptés et validés. Donc, il y a quelques outils qui existent, je les ai résumés en avant-dernière diapositive, je crois. J'ai choisi 2 outils. Pourquoi je les ai choisis? Parce qu'ils me semblent les plus facilement utilisables ou généralisables. Pour le premier, la JEDI, c'est l'outil le plus validé, le plus recommandé sur absolument toutes les publications qui existent. Donc celui-ci est totalement non discutable. Donc la GEDDI, donc on peut dire c'est grille d'évaluation de la douleur chez les déficients intellectuels. Alors certains disent GEDI, d'autres disent GEDI, donc voilà, peu importe. Il y a 27 items, 27 points.
qui peuvent être regroupés en 6 classes, et on peut ajouter 3 items qui sont liés au sommeil ou à l'alimentation. Elle a été validée chez les personnes de 0 à 18 ans, donc elle est utilisable chez l'adulte. Elle a été construite pour faire une évaluation de douleur de type douleur aiguë, c'est-à-dire qu'on observe la personne pendant 5 minutes et on fait le score. Le score total est de 90 et on considère qu'entre 6 et 10, il y a une douleur légère et à partir de 11, une douleur moyenne à sévère. Alors, l'équipe de Rhône-Alpes de la région, il y a une équipe de la région Rhône-Alpes qui a retravaillé la JEDI et a fait une JEDI adaptée aux personnes qui ont trouble du spectre de l'autisme. Donc, avec quelques petits points modifiés, donc elle reste tout à fait intéressante, mais il l'utilise un peu différemment de ce que je vous présente là, parce qu'il l'utilise sur observation d'une demi-journée ou observation d'une journée entière, et ils font des scores de base et des scores différents. Donc, l'utilisation est un peu différente quand on utilise de cette modalité-là. Là, ce que je vous propose, c'est exploration d'une douleur aiguë avec un score sur la douleur aiguë, sur une observation de 5 minutes de la personne. Voilà. Et donc, les différents items sont là. On ne va pas tout reprendre, évidemment. Mais vous avez des choses qui... Voilà. Alors dans certaines situations, eh bien, on ne va pas pouvoir utiliser l'un ou l'autre item. Par exemple, protège la partie du corps douloureuse ou privilégie une partie du corps non douloureuse. Mais certaines personnes en situation de polyhandicap en particulier vont pas avoir cette capacité de protéger une partie de leur corps ou de s'installer spontanément comme ils veulent, quoi. Donc, dans ce cas-là, on mettra que c'est non applicable. Donc, dans les cotations, on peut mettre NA. Et même si on a beaucoup de NA dans la grille, celle-ci reste valable. C'est pour ça que c'est la plus validée. Et quand on ne sait pas quoi utiliser, il vaut mieux utiliser la JEDI qu'une autre échelle. Donc, c'est vraiment l'outil fondamental que chacun devra avoir dans sa poche ou dans son classeur ou à proximité ou disponible, parce qu'elle peut répondre à toutes les situations. Donc, premier outil dont je voulais vous parler. Deuxième outil, le profil douleur pédiatrique. Alors, il s'appelle pédiatrique, et c'est pareil, il est validé entre 0 et 18 ans. Donc, on peut l'utiliser a priori quand même chez les personnes adultes. Il a été construit pour l'évaluation dans les situations de handicap neurologique sévère, donc plutôt de polyhandicap, si vous voulez. À ma connaissance, pour le moment, il n'a pas été testé dans les situations de troubles du spectre de l'autisme, mais pourquoi pas le tester dans ces contextes-là pour voir si ça peut répondre aux questions. Il est intéressant parce qu'il, à la fois, il cherche à faciliter la description et le recueil des données sur le comportement de la douleur. Il sert à mieux suivre la douleur et l'efficacité des traitements. Et il a des feuilles qui servent à transmettre les informations sur la douleur entre famille et professionnels et entre professionnels et famille. Et donc ça, c'est un outil sur les études qui ont été réalisées qui a été montré comme l'outil préféré des familles à cause de ce volet de transmission d'informations, de communication entre professionnels et aidants familiaux pour la même personne. C'est un petit cahier qui va avoir différentes composantes. Une composante d'histoire de la douleur, et donc ça va renseigner ce qui est la partie cognitive, quelles sont les expériences passées de cette personne, qu'est-ce qu'elle a déjà connu comme maladie grave, hospitalisation, comme chirurgie, comme événement douloureux. Donc, il y a des éléments déjà d'information qui vont permettre de mieux comprendre et d'utiliser peut-être une mémoire, une forme de souvenirs que peut avoir l'enfant, même s'il ne peut pas les exprimer, ou la personne, si elle ne peut pas les exprimer. Une évaluation d'état de base, on va revoir les choses un peu plus en détail, et après des tableaux de récapitulation, de synthèse et de transmission. On code sur 20 items, sur 20 points, entre 0 et 3, donc entre pas du tout, il y a vraiment beaucoup, et on fait un score de 0 à 60 points. Voilà. Et on considère qu'il y a une douleur modérée à sévère s'il y a 14 points ou plus. Donc, si en base, vous avez 14 points ou plus, vous pouvez considérer que votre patient, il y a quelque chose d'anormal, quelque chose dont il faut s'occuper au niveau de la douleur de base à rechercher. Voilà, les 20 items sont là. Donc, est joyeux, pas du tout, un petit peu, beaucoup, enfin voilà. Est sociable ou communique, semble trop déprimé, etc. On va retrouver évidemment toujours pareil les mêmes éléments comportementaux
des personnes en situation de handicap sur leur manière d'être, la manière d'être installées, la manière de communiquer, ce qui les intéresse, etc. Donc, le principe, c'est qu'on fait une première cotation qui est la situation de la personne, une bonne journée. Donc, quand elle va bien, un jour où la situation est calme, on fait une évaluation avec une observation sur la journée entière, un peu comme ce que propose le JEDI TSA de Rhône-Alpes. Donc, sur une journée entière, comment se situe l'enfant? Quel est son score? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on a un score supérieur à 14 sur une bonne journée, eh bien, on doit rechercher une épine irritative douloureuse pour permettre de redescendre en dessous de 14 et puis pouvoir suivre mieux les événements douloureux après. Mais déjà, le score d'une bonne journée. Pour les personnes qui sont en institution, ce que je conseille habituellement, c'est de faire une évaluation sur l'institution, mais également une évaluation avec la famille, et puis de comparer les évaluations pour se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est un score d'une bonne journée, sachant que c'est normal que le comportement ou les manières d'être de l'enfant soient un petit peu variables entre son domicile et l'institution où il est pris en charge. On avait vu les facteurs d'environnement la dernière fois. Mais qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que c'est une bonne journée en général pour cette personne. Donc ça, c'est le score une bonne journée. Et ensuite, on a d'autres scores de base, donc c'est toujours la même grille, mais on a repéré qu'il a des situations douloureuses ou elle a des situations douloureuses récurrentes. Par exemple, une constipation. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-elle? Quel est son comportement quand elle est un jour où elle est constipée, elle n'a pas eu de selle depuis 3-4 jours? Qu'est-ce qui se passe? Comment se manifeste-t-elle son inconfort, sa douleur? Et du coup, on crée la grille sur constipation, avec les éléments d'observation, le profil de la douleur, l'aspect de la grille à ce moment-là, avec le score, mais également un aspect particulier. On sait que c'est une constipation ce jour-là, on l'a authentifié. On sait que dans ce cas-là, il faut faire un lavement ou quelque chose, en tout cas, pour permettre d'évacuer les selles. Et voilà, donc première situation identifiée. Deuxième situation identifiée, mais peut-être que c'est une personne qui fait des infections urinaires basses récidivantes. Quel est son profil quand elle a une infection urinaire. Et ainsi de suite. On peut faire, donc en base, il y a 4 profils, je crois, renseignés, mais évidemment, on peut en rajouter plus, 4 événements qui sont un peu récurrents chez cette personne-là. Pourquoi? Parce que quand elle circule d'un endroit à un autre, que ce soit sur son institution, dans sa famille, mais également si elle est prise en charge en répit, par exemple, pendant l'été sur une autre structure, ou si elle part en vacances ailleurs, qu'elle est vue par un autre médecin, etc. Si on refait le profil et qu'on tombe sur une des situations déjà identifiées, on va aller plus vite sur le diagnostic et donc on va aller aussi plus vite sur le traitement. Si vous avez un profil constipation, vous n'allez pas mettre, je sais pas quoi, du tramadol par exemple, parce que vous savez que c'est le lavement qui va être plus utile. Donc ça permet de guider ainsi le traitement et d'être plus efficace. Donc c'est un des points vraiment très intéressants dans cette grille, dans cette échelle-là. Ensuite, il y a des outils un petit peu de synthèse, donc il y a un récapitulatif d'observations et de profils différents, voilà, qui permettent de nourrir un petit peu l'histoire de la personne. Des feuilles vierges pour les évaluations courantes, ça reste toujours la même feuille. Une traçabilité possible d'événements avec action et évaluation de la réponse après. Et puis la fameuse feuille de transmission plus formelle, voilà, ce week-end, il s'est passé telle ou telle chose sur le plan de la douleur, est-ce que vous pourriez suivre ça dans la semaine, ou il rentre pour le week-end à la maison, on a observé ça aujourd'hui, peut-être avoir une attention particulière, on a déjà donné tel ou tel médicament. Voilà. Le petit cahier, évidemment, doit suivre la personne quand elle se déplace, sinon il y a une perte d'information et c'est pas très utile d'avoir un document de base s'il n'est pas avec la personne qui est intéressée par ce document. Voilà les 2 grands outils qui me semblent vraiment un peu des fondamentaux et des éléments de base. On a, bon, ces outils-là, c'est pas que Philippe Lemoine, mais on les a un peu sélectionnés aussi parce qu'on a créé l'année dernière une application sur un système qui s'appelle Apo. Donc, vous pouvez télécharger l'application sur smartphone ou sur tablette en tapant Apo sur votre store préféré. Elle a été construite pour les aidants familiaux, donc les parents et autres personnes qui interviennent à domicile, pour favoriser l'identification, l'évaluation de la douleur. Elle permet d'éditer un passeport d'information sur le mode de relation de l'enfant, sur quelques points. Et elle permet aussi de faire un suivi des épisodes douloureux. Donc, quand il y a un épisode douloureux, on le renseigne, je vais vous expliquer après.
Et on peut, lors d'une consultation suivante, donc un point sur l'évolution de la maladie ou sur une consultation douleur spécifique, dire, ben voilà, on a tout un rapport écrit en PDF, voilà, ou en Word, en fait, où c'était écrit un peu les détails des événements. Et puis ensuite, on a un calendrier pour une image un peu plus visuelle de l'incidence, en fait, des événements douloureux avec leur intensité et leur retentissement sur la vie de tous les jours. On peut utiliser 3 outils à partir de cette application, soit pour une personne qui est en capacité d'auto-évaluation, l'échelle des visages révisée, soit pour les personnes pour lesquelles il y a besoin d'une auto-évaluation. Par défaut, c'est la JEDI qui est proposée. Et si vous renseignez le profil de base, ben vous allez tomber sur la profil douleur pédiatrique en profil de base, et sur les évaluations ultérieures, on vous proposera également le profil douleur pédiatrique. Chaque compte est particulier. Quand vous téléchargez l'application, pour l'ouvrir, vous avez besoin d'un identifiant mail et d'un mot de passe. Et quand vous utilisez sur n'importe quelle tablette ou smartphone ce même identifiant mail et mot de passe, vous allez tomber sur le dossier de la même personne qui va s'incrémenter avec les informations complémentaires. C'est gratuit, voilà. Et il y a une petite ligne pour le mail, comme ça, on met le mail de l'équipe qui suit ou du médecin pour pouvoir envoyer les informations de temps en temps. Le rapport, ce qu'ils appellent le rapport médecin, mais qui ne peut pas forcément faire un médecin. Et ça, c'est le reste du flyer. Donc ça, c'est un outil à partager vraiment avec les familles. Et puis, si les familles sont d'accord, vous pouvez très bien en institution, sur une tablette ou sur un smartphone, avec l'identifiant qu'ils vous ont donné, identifiant mail et mot de passe, alimenter le compte de l'enfant ou de la personne que vous suivez afin de faciliter le suivi de la douleur. Sorti en juillet dernier, vraiment de façon un petit peu plus massive en novembre, c'est encore en cours de déploiement. N'hésitez pas à l'utiliser, à nous faire des retours si vous avez des éléments complémentaires ou des choses qui vous manquent. J'ai limité le nombre d'outils volontairement. Il y a d'autres échelles qui existent. Donc, il y a la FLAC adaptée au handicap, qu'on peut utiliser sans avoir besoin de connaître la personne, comme la JEDI si vous voulez. Il n'y a que 10 items, donc c'est vrai qu'elle est souvent choisie dans beaucoup de centres parce qu'elle est très facile à remplir. Elle est valide à condition d'avoir vérifié avant que les 10 items soient cotables. C'est-à-dire que sur les 10 questions posées, on puisse répondre aux questions. Et un certain nombre de jeunes polyhandicapés que je suis, par exemple, pour une motricité des membres inférieurs qui n'existe pas ou qui était particulièrement faible, donc cet item-là n'est pas utilisable. Donc dans ce contexte-là, eh bien, on ne pourra pas utiliser la FLAC parce qu'elle ne sera pas valide, en fait, elle sera sous-cotée. Contrairement à la JEDI qu'on peut utiliser chez tout le monde, la FLAC, il faut vérifier avant que les 10 items soient applicables. La douleur enfant sans Salvador est un très bel outil qui est d'ailleurs recommandé par le protocole national de diagnostic et de soins dans le contexte du polyhandicap. Mais il me semble qu'il n'y a qu'une évaluation de base, il n'y a pas d'évaluation de situation déjà connue. Donc, je pense que même si traditionnellement, elle est intéressante, et je sais qu'il y a des centres qui l'utilisent, donc c'est pas à jeter, quoi, mais en même temps, je pense que la profil douleur pédiatrique va plus loin, que c'est un outil un petit peu plus novateur. Peut-être que ça a inspiré la San Salvador. Actuellement, je privilégierais plutôt les mises en place de profils douleur pédiatrique plutôt que des San Salvador qui sont plus limités. Le DAAP2, je sais qu'elle est utilisée dans quelques structures. Bon, c'est une échelle un peu traditionnelle, un peu classique, mais elle est moins validée. D'autres petites études, alors elle est dite chez l'adolescent et chez l'adulte, mais en fait, il n'y a même pas les âges notés sur les études. Donc voilà, je suis pas enthousiaste. Mais... Et le SDDA, c'est l'outil de M. Saravan. Elle est quand même très limitée sur 5 points, oui, non. Elle est plus pour des familles, mais encore une fois, pour les familles, nous, on a choisi quelque chose de plus élaboré, puisque les familles sont aussi capables de faire des cotations. Et avec l'outil informatique et l'application, je pense qu'on peut dépasser la SDDA, même dans le contexte familial. Si vous utilisez déjà des outils, vous n'êtes pas obligé de changer d'outil, à condition que vous utilisiez des outils validés. Si vous n'utilisez pas encore d'outils ou que vous êtes en capacité d'évoluer dans votre institution, n'hésitez pas à partir sur la JEDI ou sur la profil douleur pédiatrique. Je remercie, je l'ai fait la dernière fois, mais la Fondation Handicap Malakoff Humanis qui finance notre équipe mobile douleur handicap déficience intellectuelle, pour cette année en tout cas. Et puis, voilà ce que je voulais vous dire sur l'évaluation dans ce contexte.
Merci Philippe pour ton intervention et pour ceux qui sont arrivés en retard, donc comme on l'a dit, les questions seront posées à la fin, après l'intervention d'Amandine, à qui je donne la parole. Alors, hop. Bonjour tout le monde. Donc, je suppose que vous m'entendez et que vous me voyez. Oui, normalement, ça fonctionne. Alors, je partage mon diaporama. Alors, je ne sais pas si mon diaporama fonctionne. Est-ce que quelqu'un pourrait me le dire? On le voit, mais il n'est pas en mode diaporama. Ok. Là, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok, très bien, merci. Alors, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais traiter de la deuxième question du jour qui porte sur la douleur induite par les soins en établissement des enfants et des adultes en situation de handicap moteur. Donc, je vais vous présenter à la fois l'étude et les résultats de l'étude d'Isandi. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier, parce que je sais que derrière l'écran, donc certaines personnes et certains établissements qui suivent ce webinaire ont participé à l'étude d'Isandi. Donc, je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre participation, contribution à cette étude. Sans la participation des établissements, cette étude, le recueil n'aurait pas eu lieu. Donc, dans cette étude également ont participé Arnaud Brasseur, qui est derrière l'écran et qui pourra intervenir si jamais en fin de communication, Emmanuel Courtier-Communier qui a réalisé les statistiques, et puis Sylvain Brochard avec qui on est co-responsable de l'étude scientifique. Alors, là, pourquoi est-ce que l'on s'est intéressé à la question de la douleur induite en établissement, notamment chez les enfants et les adultes en situation de handicap moteur? Donc, on sait qu'une atteinte motrice va entraîner de multiples soins médicaux, de multiples soins de rééducation, une aide aussi au quotidien qui est importante, des soins infirmiers et médicaux. Et donc, cette multitude de soins de rééducation, souvent, ça peut entraîner une prise en charge, un accompagnement nécessaire en établissement, que ce soit établissements sanitaires ou médico-sociaux. Et dans tous les cas, et souvent aussi entraîner un grand nombre de soins et de manipulations par différents professionnels. Aujourd'hui, dans la littérature scientifique, nous avons des informations sur la douleur, surtout dans la paralysie cérébrale. On sait que la prévalence de la douleur dans cette population est importante. Aujourd'hui, on identifie également différentes sources de douleur. On sait que que ce soit les enfants ou les adultes, ils sont souvent sujets à des situations de douleur aiguë liées à des douleurs procédurales, notamment si on prend l'injection de toxines botuliques par exemple, des douleurs liées à des interventions chirurgicales ou encore des douleurs liées à des actes en kinésithérapie, notamment avec des actes liés aux étirements. On a également de la douleur qui va être chronique, notamment des douleurs musculaires, viscérales, orthopédiques ou neuropathiques. Et comme tout un chacun, ce sont également des personnes qui sont sujettes à des douleurs communes liées à des traumatismes, des douleurs dentaires ou encore à des maux de tête. Concernant la douleur aiguë, donc ça, on a un certain nombre quand même de publications sur la paralysie cérébrale et sur certains soins, certains actes en kinésithérapie. Par contre, on a très peu d'informations sur les autres manipulations et la douleur qui peut être induite par d'autres soins qui sont quotidiens. Et on a très peu d'informations également concernant les autres situations de handicap moteur. Il n'y a pas que la paralysie cérébrale dans laquelle il y a une atteinte motrice, il y a d'autres pathologies. Et ces enfants-là, ces adultes-là ont les mêmes besoins en termes de rééducation que les personnes avec paralysie cérébrale. Donc, l'étude d'Isandi, finalement, a cherché à répondre à ces deux questions. Donc, les objectifs de l'étude d'Isandi étaient de mettre en évidence l'incidence de la douleur induite par les soins en établissement, accueillant des enfants et adultes en situation de handicap moteur, donc tout type de handicap moteur, permanent, transitoire,
associée ou non à une atteinte cognitive. L'objectif était également de définir des facteurs de risque de douleur induite, donc des facteurs à la fois d'ordre personnel, liés à l'âge, le sexe, le niveau d'atteinte motrice par exemple, le niveau de dépendance, et puis des facteurs d'ordre plus contextuel, liés au type d'établissement, liés au type d'acte par exemple. Et le dernier objectif, le troisième objectif, était de mettre en évidence, de décrire les pratiques de prévention de la douleur qui sont actuellement utilisées en établissement. Cette étude s'est uniquement intéressée aux actes et aux manipulations dirigées vers l'enfant ou l'adulte et qui entraînent un contact physique. On s'est vraiment focalisé sur les actes, les manipulations du quotidien qui nécessitent de toucher l'enfant ou l'adulte. Donc, je vais vous présenter tout d'abord l'étude pédiatrique et ensuite, je vous présenterai les premiers résultats pour l'étude adulte. Alors, l'étude pédiatrique va être très prochainement publiée. Voilà, dans les prochains jours, ça devrait apparaître sur Internet. Concernant la méthodologie, on a voulu faire une étude à la fois le plus écologique possible, exhaustive, la plus exhaustive possible, dans le sens où on s'est intéressé aux établissements de la région Bretagne. Donc tout d'abord, et donc là c'est une forte contribution d'Arnaud Brasseur qui a identifié l'ensemble des établissements de la région Bretagne qui accueillaient des enfants en situation avec une atteinte motrice. Et donc, le premier travail a été d'identifier ces établissements. Et ensuite, on a tiré au sort ces établissements en faisant en sorte que les départements donc, de la région Bretagne soient représentés de manière identique et que les inclusions se fassent au prorata du nombre de lits, du nombre d'enfants dans chaque établissement. Étude également exhaustive dans le sens où on a voulu vraiment avoir pouvoir finalement décrire l'ensemble des actes pour lequel l'enfant était concerné sur une semaine de vie en établissement. Donc, pour un même enfant, le recueil a eu lieu pendant 5 jours et, le cas échéant, une nuit. Concernant la méthodologie, donc l'évaluation de la douleur a été réalisée par le professionnel lui-même au contact de l'enfant. Donc, il pouvait s'agir aussi bien d'un infirmier, d'un médecin, mais aussi de l'ambulancier, par exemple, qui ont utilisé l'échelle FLAC-R dont a parlé Philippe tout à l'heure. Donc, je redirai 2 mots tout de suite après pour vous la présenter, pourquoi on a choisi cette échelle. Et pour pouvoir avoir finalement une certaine homogénéité entre les établissements, entre le type de soins que l'on a évalué, on a créé une liste de 31 soins répartis dans 7 catégories. Voilà. Donc, les 7 catégories sont les soins infirmiers, les soins personnels, les soins liés à la kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, l'orthophonie, les activités physiques adaptées, dans la mesure où elles induisent un contact. Pour certaines séances, il y avait un contact physique. Et enfin, en cours de recueil, on a rajouté l'aide au repas que l'on a mis ensuite dans les soins personnels. Donc ça, c'est l'ensemble des actes, des manipulations qui ont été évaluées par les professionnels. Cette liste-là avait été établie lors d'une étude pilote publiée il y a quelques années. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a utilisé la FLAC dans le cadre de cette étude-là pour évaluer la douleur. La FLAC révisée. Alors, pourquoi est-ce qu'on a utilisé cette grille d'évaluation? Parce qu'il fallait à un moment donné que l'évaluation soit réalisable. Si vous l'avez bien compris, un même professionnel devait faire une évaluation de la douleur potentiellement plusieurs fois par jour. Donc, il fallait trouver un outil assez facile à mettre en œuvre. Et la FLAC, effectivement, si vous avez l'habitude de l'utiliser, à un moment donné, vous la connaissez, vous pouvez potentiellement la connaître presque par cœur. Donc, cette échelle FLAC va permettre d'évaluer plutôt les comportements liés au visage, aux jambes, à l'activité, au cri et la consolabilité, de 0 à 2.
Comme vous pouvez voir sur cette grille, il y a des items en bleu italique et ce sont des items qui ont été validés pour les enfants en situation de polyhandicap ou en grande difficulté cognitive, puisque la FLAC, initialement, était validée pour des enfants ayant un développement normal et ensuite, elle a été adaptée à une population ayant des difficultés cognitives. Donc ça, c'est l'échelle qui a été utilisée. Cette échelle, on l'a utilisée également puisqu'elle permet de fournir un score de douleur quand le score est supérieur à 4, mais également un score d'inconfort quand le score est compris entre 1 et 4. Mais aujourd'hui, je vous présenterai les résultats uniquement liés à la douleur. Donc, qui est-ce que l'on a visé, ciblé dans cette étude? Donc, comme je vous l'ai dit, des enfants en situation de handicap moteur, de tout type, associés ou non à un handicap cognitif. On s'est intéressé aux enfants qui étaient admis en institution, sanitaire ou médico-sociale. Donc, on a inclus les SSR, les IME, des IEM. Et il fallait que l'enfant soit admis durant la totalité du temps de recueil, c'est-à-dire 5 jours et une nuit. N'ont pas été inclus dans l'étude les enfants qui étaient pris en charge à domicile et des enfants qui présentaient un état douloureux chronique avéré. Pour chaque enfant, on a recueilli des données démographiques, l'âge, le sexe, et puis des données cliniques et médicales, la pathologie, le niveau d'atteinte motrice, le niveau de dépendance, le type de handicap et les membres ou le membre atteint. Donc, initialement, 300 enfants étaient prévus dans l'étude, 100 par type d'établissement. Concernant les résultats, au final, 280 enfants ont été inclus dans l'étude. Donc, on n'a pas atteint les 300, mais voilà, c'est quand même très honorable, 280. C'est comme si on avait atteint les 300. 280 enfants avec une moyenne d'âge de 12 ans environ, plus ou moins 4, 136 garçons, 144 filles. En termes de répartition dans les établissements, 183 enfants étaient plutôt dans le médico-social, IME, IEM, 97 en sanitaire. En moyenne, ce sont des enfants qui avaient un niveau de dépendance assez important, avec un score de 17 sur 24 à l'échelle PMSI. La majorité avait un handicap permanent, 246. Et concernant la pathologie, donc majoritairement, on avait des enfants qui avaient une maladie du système nerveux, dont la paralysie cérébrale, environ 68%. Mais on avait également des enfants qui avaient des syndromes congénitaux, des anomalies chromosomiques, 14%, pardon. Des troubles ostéo-articulaires ou encore du tissu conjonctif, 12%, et puis d'autres situations, 5%. Hein, donc là, c'était des pathologies assez plutôt isolées pour lesquelles on ne pouvait pas faire de classe. Alors, concernant la douleur, dans notre étude, 48% des enfants, donc près de 1 sur 2, a reçu au moins un geste douloureux durant le temps de recueil. Tout au long de l'étude, donc 7689 actes ont été décrits et la douleur a été notée, évaluée pour l'ensemble de ces actes. Au final, on voit que tous les actes ont été cotés au moins une fois comme étant douloureux, c'est-à-dire qu'ils ont au moins une fois eu un score supérieur à 4 sur 10 à l'échelle FLAC, sauf stimulation orale et balnéothérapie, pour lequel il n'y a pas eu de score supérieur à 4. Et on voit qu'au total, plus de 6% des actes ont induit une douleur, avec une moyenne qui est de plus de 5 sur 10. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail, dans ce tableau, donc vous avez les actes, les manipulations qui ont été les plus fréquentes au cours du recueil, donc avec une fréquence supérieure à 100. On voit que les gestes les plus fréquents, c'est-à-dire les gestes qui vont induire une manipulation, un contact physique le plus fréquemment, donc sont des actes liés aux soins personnels, les transferts, l'habillage, déshabillage, les mobilisations légères au lit, le lavage, alors c'est la toilette, pour ne pas dire toilette, pour pas que ce soit ambigu, je parlais du lavage, c'est pas très joli, mais on va le nommer comme ça. La mise en place des appareillages, l'aide au repas, la verticalisation.
Puis viennent les actes en kinésithérapie, les mobilisations passives, étirements, la marche, la mobilisation active, le renforcement musculaire et enfin des soins infirmiers qui arrivent finalement assez loin dans les actes et les manipulations qui induisent un contact physique chez ces enfants. Concernant maintenant les données que l'on a sur la nature douloureuse de ces actes, donc là, la première colonne que j'ai mis en évidence concerne la fréquence. Donc, on voit, je vous ai mis en jaune, les gestes qui vont induire le plus fréquemment de la douleur. Donc, il s'agit notamment de la verticalisation et de l'aide au repas. Par exemple, la verticalisation va induire une douleur dans 14% des cas. L'aide au repas a induit de la douleur dans 13% des cas où cet acte a été réalisé. Et ensuite, on a les mobilisations passives, étirements, qui ont induit une douleur dans 10% des cas. Concernant maintenant l'intensité de la douleur, indépendamment de la fréquence, on voit que, donc là c'est pareil, je vous ai mis en jaune. Je vous ai mis en jaune les scores qui ont induit une douleur en moyenne donc supérieure à 5/10. Donc, c'est une douleur qui est, on va dire, modérée. Et on voit que les actes qui sont concernés par cette intensité-là sont des actes liés aux soins personnels. Par exemple, si on prend la verticalisation a induit en moyenne un score de douleur de 5,9, donc presque 6/10. Puis après viennent les mobilisations légères au lit et l'aide au repas également, avec en moyenne des scores qui s'approchent des 6/10. On peut également un peu s'attarder sur un résultat qui est l'intensité maximale induite par les actes, et donc c'est-à-dire les actes qui ont induit un score de 10/10 à l'échelle FLAC. Et donc, on voit que certains soins personnels, parfois, pas tout le temps, mais parfois, ont pu induire des scores de 10/10. C'est le cas toujours de la verticalisation. Vous voyez que la verticalisation revient à chaque fois. Les mobilisations légères au lit, l'habillage, déshabillage ou encore les transferts, parfois, par les professionnels, ont été évalués comme induisant un score de 10/10 à l'échelle FLAC. Concernant maintenant l'utilisation des moyens préventifs, 26% des actes ont été réalisés avec un moyen de prévention, 73% sans moyen de prévention. On voit que les moyens de prévention qui sont les plus utilisés, ce sont la distraction, les morphiniques, le paracétamol. Ces moyens-là sont utilisés pour des soins essentiellement infirmiers, des pansements, les prélèvements et injections. Et pour les actes qui ont été réalisés sans moyen de prévention, on voit qu'il y a des soins infirmiers également, soins des yeux, soins des bouches. Par exemple, soins des yeux, dans 88% des cas, c'est un acte qui est réalisé sans moyen de prévention, ne serait-ce que la distraction, et également les transferts, alors que comme vous avez pu le voir auparavant, c'est quand même un acte qui peut induire de la douleur et être également inconfortable. Concernant maintenant les facteurs de risque de douleur, donc là, ça concerne finalement les variables qui influencent significativement les scores de douleur. Donc, on voit qu'il y a 3 facteurs de risque de douleur. Des facteurs liés à l'enfant, l'âge notamment. Alors là, c'est l'âge en continu, donc je ne peux pas vous dire de tel âge, je ne peux pas vous donner d'âge précis. Par contre, quand on regarde l'âge en continu, on voit que ce sont les enfants les plus jeunes qui vont avoir des scores de douleur les plus élevés. On a également le niveau de dépendance globale. Et donc là, c'est pareil. Plus le niveau de dépendance est élevé, plus les scores de douleur sont également élevés. Et donc ça, de manière significative, d'un point de vue statistique. Et puis, le troisième facteur de risque, c'est le type de geste. Les soins infirmiers, les soins personnels et les soins de rééducation, notamment en kinésithérapie et ergothérapie, sont significativement plus douloureux que la situation de base, qui est une situation, on va dire, non douloureuse.
Donc, dans ces facteurs de risque-là, on voit que, par contre, le type de pathologie, la nature du handicap et le type d'établissement n'influencent pas les scores de douleur, ce ne sont pas des facteurs de risque. Autrement dit, que l'enfant ait une atteinte motrice liée à une paralysie cérébrale ou liée à une anomalie chromosomique, ce n'est pas ça qui va influencer, ce n'est pas ça qui est important, qui va influencer la douleur induite, hein, c'est surtout l'âge et le niveau de dépendance globale. Donc finalement, qu'est-ce qu'a apporté, qu'est-ce qu'a montré cette étude, l'étude d'Issandi? Elle a montré qu'il y a aujourd'hui une proportion non négligeable de douleurs induites par les soins et que finalement, tout geste qui nécessite un contact physique sur l'enfant peut potentiellement induire une douleur, que ce soit des gestes du quotidien, donc finalement très routiniers, mais également des gestes plus spécifiques liés aux troubles et notamment des gestes de rééducation. Ce que l'on sait également, c'est que la population là, que l'on a étudiée dans l'étude, c'est une population qui est en établissement sur des séjours parfois longs, de quelques jours, de quelques semaines, voire de plusieurs mois. Donc potentiellement, ce sont des enfants qui vont avoir une répétition des gestes, des manipulations dans le temps. Donc potentiellement, une répétition des soins également douloureux. Et ça, on le sait depuis maintenant quelques temps, hein, on sait que la répétition des actes, des expériences douloureuses, petit à petit, ça va avoir une répercussion psychologique et développementale sur l'enfant. On note par exemple une diminution des compétences cognitives liées à la communication, une diminution également des compétences liées au domaine de la vie quotidienne. Et petit à petit, on voit également une répercussion dans le domaine médical, hein, notamment au niveau de la rééducation, avec des adolescents et des jeunes adultes qui vont, quand ils en auront la possibilité, éviter notamment la rééducation, parce que finalement, ce sont des jeunes adolescents, des jeunes adultes qui ont eu des expériences douloureuses ou inconfortables de manière répétée et qui finalement vont s'éloigner petit à petit des besoins en rééducation. Et vous le comprenez, ça signifie que petit à petit aussi, ce que peut apporter la rééducation, ça va être réduit, atténué. Donc, la douleur en établissement, finalement, elle est là. Alors moi, mon objectif, c'est pas de dire il ne faut plus de douleur en établissement. Par contre, il faut réussir à apprendre à se servir finalement de cette douleur-là comme un signal. Hein. On a pu le voir lors du premier module à travers l'intervention de Philippe, que finalement la douleur, c'est un signal d'alerte, c'est un signal qui doit nous amener à modifier peut-être ce que l'on est en train de faire, modifier peut-être notre pratique. Et donc là, si on veut réduire l'incidence de la douleur, améliorer la prise en charge de la douleur, on voit que ce qu'il faut faire, déjà, ça va être augmenter les moyens de prévention de cette douleur. Alors moi, je suis, comme l'a introduit tout à l'heure Estelle, je suis psychologue, donc je vise plutôt des moyens de prévention non médicamenteux. Et alors là, c'est finalement un challenge, un futur projet qu'il va falloir, sur lequel il va falloir qu'on travaille, c'est quels sont les moyens de prévention que l'on va pouvoir utiliser chez les enfants qui ont une atteinte motrice et potentiellement une atteinte cognitive, puisque la majeure partie des enfants en établissement ont une atteinte cognitive également associée. Donc, quels sont les moyens de prévention que l'on peut utiliser dans cette population ? Et quels sont les moyens de prévention qu'on peut utiliser également sur le terrain ? Je suis bien consciente que tous les moyens de prévention ne peuvent pas être utilisés quand on fait un soin, quand on fait une rééducation en kinésithérapie, etc. Donc, augmenter les moyens de prévention, finalement, c'est notre prochain objectif, ça va être de permettre cela. Et puis, il va falloir aussi, du coup, il faut se focaliser sur l'âge.
le niveau de dépendance, le niveau d'atteinte motrice également, plutôt que de se focaliser sur la pathologie. On peut voir des travaux qui finalement nous incitent à différencier un petit peu la population sur ce point-là. Or, on voit là que la pathologie n'a pas d'importance. Ce n'est pas ça qui est important, ni la nature du handicap. C'est vraiment plutôt des caractéristiques plus individuelles liées à l'âge et liées au niveau d'atteinte. Donc voilà pour les enfants. Rapidement, je vais vous présenter les résultats concernant l'étude adulte. Alors là, on s'est focalisé pour l'étude adulte sur les adultes qui avaient une atteinte motrice permanente, puisque les adultes qui avaient une atteinte motrice transitoire étaient moins nombreux. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est des résultats préliminaires. Donc, concernant l'étude adulte, on a procédé à la même méthodologie que pour l'étude enfant. 16 établissements ont participé à l'étude, 5 SSR et 5 femmes et 6 masses, qui ont été tirés au sort donc sur 52 établissements de la région Bretagne. Méthodologie similaire, comme je vous l'ai dit, que ce soit au niveau des critères d'inclusion, de non-inclusion, les données qui ont été recueillies, l'échelle d'évaluation et puis la procédure. Et on avait également 300 adultes qui étaient prévus initialement. Donc, dans cette étude-là, 163 adultes ont été inclus, observés, avec une moyenne d'âge de 52 ans. On avait 102 hommes et 61 femmes, donc avec une répartition médico-sociale un peu plus équilibrée que chez les enfants, 72 en médico-social, 91 en sanitaire, un niveau de dépendance qui est assez important également, et puis un certain nombre de pathologies, là vraiment liées à une atteinte permanente, des lésions cérébrales acquises, paralysie cérébrale, etc. 6278 actes là ont été cotés. Concernant la douleur, 36% des adultes ont reçu au moins un geste douloureux, donc c'est un petit peu moins que chez les enfants. Et concernant les actes, 6% des actes ont induit une douleur, avec une moyenne de 5 sur 10. Les catégories les plus représentées donc, sont les soins personnels, les soins infirmiers, les soins également en acte de kinésithérapie. Plus précisément, on voit que chez les adultes, les soins les plus fréquemment douloureux sont des soins infirmiers, avec les gestes invasifs anaux, les soins des yeux, les gestes invasifs urinaires, et également des soins personnels, donc la toilette, le lavage, les soins de bouche, l'habillage, déshabillage, l'aide au repas, les mobilisations légères et le transfert, qui sont les actes qui sont les plus fréquemment douloureux. Si on regarde l'intensité maximale, comme tout à l'heure, on voit que certains actes peuvent induire des scores de douleur extrêmement forts, extrêmement sévères, donc notamment certains soins infirmiers, les gestes invasifs anaux, la prise de tension est constante, peut induire également des douleurs très intenses parfois, et la toilette, l'habillage, déshabillage et la verticalisation également, comme pour les enfants. Par contre, chez les adultes, plus d'actes ont été évalués comme non douloureux. Mise en place d'appareillage, pansement complexe, aérosol, c'est des actes qui n'ont pas induit de douleur. Par contre, ce sont des actes qui vont être évalués comme inconfortables. C'est-à-dire que les professionnels ont attribué un score à l'échelle entre 1 et 4, jamais au-delà de 4, mais en tout cas entre 1 et 4, donc qui est signe quand même d'inconfort. Les gestes invasifs digestifs, l'alimentation par sonde et les actes en orthophonie n'ont pas induit de douleur chez les adultes. Concernant les facteurs de risque, les facteurs de risque, donc là, 3 facteurs de risque ressortent chez les adultes. Le sexe, avec les femmes qui vont avoir des scores de douleur plus élevés que les hommes. Toujours le niveau de dépendance globale. Plus le niveau de dépendance est élevé, plus les scores sont élevés en moyenne. Et les types de gestes, soins infirmiers, soins personnels et en kinésithérapie, qui significativement induisent plus de douleur que les situations de base. Comme pour les enfants, pas de facteur de risque lié à la pathologie ni au type d'établissement.
S'agissant des moyens de prévention, là, on voit que 12% des actes ont été réalisés avec des moyens de prévention, donc c'est moins que chez les enfants. Les moyens les plus souvent utilisés sont la distraction, les morphiniques et le paracétamol pour essentiellement des soins infirmiers, des pansements et des gestes invasifs, digestifs ou respiratoires. Donc finalement, on voit que chez les adultes, c'est un petit peu comme chez les enfants, il y a de la douleur induite par les soins, les actes, les manipulations quotidiennes en établissement, avec également des facteurs de risque. Donc finalement, qu'est-ce qu'il va falloir faire de ces résultats? Donc, je vous l'ai dit, le prochain objectif, c'est de voir les moyens qui vont permettre de réduire un petit peu l'incidence de la douleur. Et finalement, ce que je peux proposer aussi, c'est de se focaliser quand on a besoin de faire un acte qui va nécessiter de manipuler l'enfant ou l'adulte, qui va nécessiter de le toucher. Finalement, il faut s'alerter sur 3 points. Il va falloir s'arrêter sur le qui, c'est-à-dire s'arrêter sur les caractéristiques individuelles, et prêter attention à l'âge, au niveau de dépendance, au niveau d'atteinte motrice, chez les adultes aussi au sexe, en ayant à l'esprit que certains patients, certains résidents vont être plus fragiles, plus sujets à la douleur que d'autres. Au pourquoi? Donc là, je fais référence à certaines recommandations qui sont émises, notamment concernant certains actes en kinésithérapie, qui amènent à évaluer finalement à faire une évaluation du bénéfice-risque. Est-ce que l'efficacité, l'utilité du geste est plus important que la douleur qui va être induite? Donc vraiment à se poser la question sur pourquoi je réalise cet acte? Est-ce qu'il est réellement efficace, réellement utile? Et du coup, là, comme je vous l'ai dit, il y a des recommandations qui commencent à sortir, dont une récemment en français. Il y en a d'autres également en anglais, mais qui sont du coup peut-être moins accessibles. Et la dernière question, c'est avec quels moyens? Avec quoi? Certains actes, certains gestes sont indispensables, on le sait, indispensables au bien-être de l'enfant, indispensables au maintien de sa fonction motrice, par exemple. Et parfois, la douleur est inévitable. Dans ce cas-là, quels moyens je peux utiliser pour limiter la douleur, l'inconfort et finalement pour également faciliter la réalisation du geste, car quand je réalise un geste qui en plus provoque de la douleur, finalement ce geste-là, je ne peux pas le réaliser de la bonne manière, de manière aussi simple que si c'est un geste qui n'est pas inconfortable. Et j'ai terminé. Merci pour votre attention. Merci Amandine. Alors du coup, on va passer aux questions. Donc comme on avait dit un peu pour vous deux. D'abord, Philippe, une question sur l'évaluation et notamment la place de l'échelle verbale simple. Alors, l'échelle verbale simple, elle est utilisée plutôt chez les populations âgées déclinantes, j'ai envie de dire. Donc, des personnes qui ont acquis un certain vocabulaire et puis certaines compétences et qui petit à petit vont perdre, mais elles vont garder un vocabulaire acquis. Quand on est chez des personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement, on n'est pas toujours sûr du vocabulaire et du niveau de compréhension des mots qu'on utilise. Et du coup, c'est pour ça qu'on passe plutôt par des choses matérielles comme des jetons ou comme les visages, etc. Et l'échelle verbale simple, elle n'est pas utilisée à ma connaissance dans le domaine de la pédiatrie et des enfants, mais je pense que c'est lié à ça, parce qu'en fait, la compréhension, en fait, c'est compliqué, les niveaux de compréhension et du vocabulaire, et du coup, utiliser un système matériel est probablement plus juste, voilà, on va dire, ou en tout cas moins à risque d'échec. On risque d'avoir un problème d'interprétation du mot. S'il n'a pas été acquis ou si on n'est pas certain qu'il a été acquis. Alors que chez une personne âgée, elle a acquis au cours de sa vie le mot, et puis elle a des pertes cognitives qui font qu'elle ne va pas pouvoir faire des gradations d'échelle numérique ou EVA, voilà, mais elle va garder des mots qui vont avoir un sens en fait dans
les proportions. Je pense que je dirais quelque chose comme ça. Je passe sur un plan neuropsychologique. Amandine est d'accord avec ce que je dis, mais voilà ce que je pense. Après, c'est pas forcément un mauvais outil. Il faut faire attention à la compréhension du mot. Oui, et à la signification du mot, enfin à la compréhension à la fois de la consigne et de la signification du mot qui est. Il faut être sûr que les mots ont la même signification pour les deux interlocuteurs, en fait. Mais du coup, c'est ce que tu dis. C'est un peu comme les codes couleurs. Alors, je ne Mm. l'ai pas dit la dernière fois, mais en fait, certains ont construit des échelles ou des outils que j'ai vu passer sur la région aussi, d'ailleurs, en disant que vert j'ai pas mal et rouge j'ai mal. Il faut savoir quand même que le rouge est la couleur préférée des enfants de 5 ans, par exemple. Donc, ils vont peut-être choisir le rouge, non pas parce qu'ils ont mal, mais parce que c'est leur couleur préférée. Donc, c'est une construction d'éducation et culturelle, le code couleur, et c'est pas un acquis standardisé. Voilà. Donc, il y a des choses, il faut faire un petit peu attention. Merci. Du coup, je regroupe les questions sur l'évaluation. Il y en a une qui vient d'arriver sur que penser de l'Algo Plus ou de la Dolo Plus pour l'évaluation de l'efficacité des traitements pour une douleur aiguë, et notamment dans le cadre du public, handicap neuromoteur de l'adulte et plus ou moins déficience intellectuelle. Alors, AlgoPlus et DoloPlus, elles ont été créées pour des populations gériatriques également. AlgoPlus pour les douleurs aiguës et DoloPlus plutôt pour des douleurs prolongées ou chroniques. Ce sont des outils tout à fait valides et recommandés dans la population des personnes âgées. Alors, dans la situation de handicap, je ne sais pas si elles ont été validées dans ce contexte-là, pas à ma connaissance. Elles ont été construites chez les personnes comme un peu ça en déclin, quoi, si vous voulez. Donc, je ne sais pas leur validité dans le contexte du handicap, c'est-à-dire d'un trouble du neurodéveloppement qui fait que la personne est dans telle ou telle situation. Voilà. Sinon, ce sont très bons outils chez les personnes âgées pour une vie ordinaire, j'ai envie de dire. Voilà. Enfin, je ne sais pas, dans un contexte handicap. Merci. Une autre question. Est-ce que le fait que l'enfant se mette en apnée peut être un indicateur d'épine irritative ou douloureuse? Alors, c'est dans la JEDI, la dernière item, c'est retient sa respiration. Donc oui, c'est un des éléments de la JEDI sur 27 ou 30. Ok, merci. Une autre question d'une infirmière dans une IME, alors question plutôt sociétale, si vous avez une réponse, je suis preneuse aussi. Beaucoup de douleurs dentaires chez mes élèves, dont les familles ne font pas les soins dentaires nécessaires. Gros problème pour trouver des dentistes qui acceptent des nouveaux patients. Comment faire? Des nouveaux patients ou des patients avec… Non, comment faire pour trouver des patients, dentistes absolument, ouais. qui acceptent des nouveaux patients? J'entends la question comme Alors, ça. au CHU de Brest, par exemple. Je ne crois pas qu'il y ait de limitation d'arrivée des enfants, mais c'est vrai qu'on a été confronté récemment sur une clinique très spécialisée à Plumeur, là au nord de Lorient, avec des refus de nouveaux patients, alors qu'ils sont vraiment très bien. Donc, moi, je n'ai pas la réponse au débordement des dentistes. Objectivement, pour les soins, j'ai vu récemment sur un centre que l'utilisation de la brosse à dents électrique chez un enfant qui avait un trouble du spectre de l'autisme avait été une très bonne solution à la réalisation des soins dentaires. En fait, il a tout à fait adhéré à son truc. Alors, je ne sais pas si c'est exploitable, on peut étendre ça à toute la population, mais peut-être qu'en utilisant des outils un petit peu différents et du coup quelque chose d'un petit peu ludique, on peut peut-être arriver à des soins dentaires un peu plus fréquents, même si je comprends que ça puisse être difficile. Et sinon, il faut rechercher d'autres dentistes disponibles, mais je n'ai pas la clé. C'est un peu comme les ophtalmos et tout ça. Mais à ma connaissance, alors je ne sais pas où habite la personne, mais à ma connaissance, au centre d'odontologie avec Arthur Schmouchkovitch au CHU de Brest pour les adultes, eh bien, il n'y a pas de… Enfin, on a des accès, il n'y a pas de limitation, ils ne refusent pas les patients, et puis, ni adultes ni enfants. Mais Puis après, c'est sûr que si on habite à Rennes, ce n'est pas pratique. Mais bon. Et si c'est des situations Enfin, si les difficultés sont liées au handicap, il faut passer par Handi Access aussi, peut-être? Oui, alors les Handi Access sont normalement des clés des répertoires de solutions de dentistes affiliés. Il y a une organisation aussi au niveau dentaire, il me semble, dentistes handicap, il y a une espèce il y a une association, je crois, au moins sur la région, il me semble.
Parce que c'est peut-être une double question. Il y a la question des dentistes qui prennent des nouveaux patients et puis des dentistes qui ont les moyens aussi d'accueillir des patients avec des difficultés cognitives. Par contre, sur l'usage de la brosse à dents électrique dans l'autisme, je crois qu'il faut faire du cas par cas. Hein. Oui. Parce que connaissant les particularités sensorielles chez les enfants avec autisme, je ne suis pas sûre que tous les enfants soient capables de mettre une brosse à dents qui vibre dans sa bouche. Et là, ça va été la bonne solution pour celui-là, en tout cas. Voilà, c'est ça. C'est ce que je peux dire. Par rapport à cette question, effectivement, il y a une personne qui signale qu'il y a le braise bucobus. Si, mais c'est sur le Finistère, je crois. Ouais, et la personne qui était concernée par le manque de dentistes était sur Saint-Brieuc. Dommage. Mais je crois qu'il y a quelque chose en Côte d'Armor. Faut voir, on dit Access 22. Une autre question pour toi, Amandine, par rapport à l'étude que tu as faite. Est-ce que ce même type d'étude est prévu pour les personnes vieillissantes handicapées? Ce n'est pas prévu, mais alors, il y a déjà eu une étude sur la douleur induite par les soins dans le vieillissement, dans les EHPAD. Donc là, c'est une étude qui date un petit peu, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais en tout cas, il y a déjà eu quelque chose sur la douleur induite dans les établissements qui accueillent des personnes âgées. Donc, potentiellement, on peut se dire que ça concerne aussi des personnes âgées en situation de handicap. Mais ce n'est pas prévu, mais ça peut être… Alors, moi, la question du vieillissement des personnes en situation de handicap m'intéresse, puisque j'ai une perspective développementale. Et ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, ça soulève de nombreuses questions, de nouvelles questions, notamment la question de la douleur. Donc, dans quelques années, nous referons un webinaire sur la question du vieillissement des personnes en situation de handicap, si vous voulez. Tu as quand même une médiane ou une moyenne à 52 ans dans l'étude adulte, c'est ça? C'est pas si jeune que ça, enfin si jeune encore, mais du coup, ça veut dire que ça va jusqu'à quel âge? Ah, là, je peux pas… Dans mon tableau, ça doit être marqué… ça va jusqu'à quel âge? Donc, c'est 52 plus ou moins 15. Donc, 52 plus 67, 15, ça fait 67. Ouais. Mais par contre, c'est des personnes qui étaient en masse à Arnaud. Oui, on avait limité à 80 ans et en fait, dans les foyers d'accueil médicalisé, dans les masses, il y a peu de résidents qui ont cet âge-là, quoi. Ils sont placés dans d'autres structures ensuite, quoi. D'où l'explication des 52 ans. Voilà. Et sinon, il faudrait plutôt viser à 80 ans aussi. Il faudrait aller en EHPAD, quoi, du coup. Ouais. Oui, et ça commence clairement, il y a différentes EHPAD où il y a vraiment des structures, des services pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est un projet qui peut être… notamment. Les EPHV aussi, oui. Ouais. Merci. Une autre question. Comment prendre en charge un résident d'une vingtaine d'années ayant une infirmité motrice cérébrale, refusant d'ouvrir la bouche pour des aspirations ou des soins dentaires, sachant que si nous ne lui faisons pas des aspirations, il décompense sur le plan respiratoire. Ces soins semblent quand même douloureux pour lui. Là, c'est la question, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Comment faire? Là, enfin, moi, j'ai pas la réponse dans le sens où il y a sûrement des choses à faire. Après, donc si infirmité motrice cérébrale, s'il a besoin d'aspiration, c'est sûrement une situation de polyhandicap. Donc, avec potentiellement un enfant peut-être qui ne parle pas. Là, j'ai pas la réponse, Philippe. Je ne sais pas si sur des techniques… Normalement, on commence par la technique d'hypnoanalgésie, si c'est pas accessible, de distraction, etc. Si c'est pas accessible, après, on peut utiliser du méopa, mais… mais ça doit être pluricotidien, peut-être. Pluricotidien, ça va devenir un peu compliqué, mais peut-être réfléchir à ce qu'on veut faire et puis…
je n'ai pas la solution immédiate, il faut voir l'enfant, le contexte, etc. Mais ne serait-ce que de la distraction. Quand on parle de distraction, il y a la distraction simple, je parle à l'enfant, mais la distraction, ça peut être aussi lui proposer d'écouter une histoire, ça peut être lui proposer d'écouter une musique, une chanson que cet enfant aime bien. La distraction, c'est quand on parle de distraction, ça peut être vraiment assez large, le panel peut être assez large. Dans tous les cas, il faut avoir une distraction qui est individualisée, qui est vraiment spécifique à l'enfant. Qu'est-ce que cet enfant-là, ou non, c'est pas un enfant, c'est un jeune, non? Du coup, j'ai un 20 Estelle, ans. 20 ans. 20 ans. Qu'est-ce 20 que ans. ce jeune-là, finalement, apprécie dans son quotidien, même au niveau sensation, des odeurs, des bruits, et ça peut être de l'ordre de la distraction, le mettre dans un contexte, finalement, qui va l'attirer vers autre chose que vers l'acte lui-même. Et les soins de Alors, bouche avec du Coca-Cola zéro aussi, je crois. Il y a certains centres qui utilisent ça parce que du coup, le goût est... alors, c'est pas il y a pas de sucre, mais le goût est agréable et du coup, des fois, chez certains, ça facilite le soin de bouche. alors, la personne précise qu'il n'a pas accès à la parole, qu'elle travaille dans une masse et qu'ils ne peuvent pas avoir de méopa, ce qui est effectivement une limite, et que la personne accompagnée, dès qu'elle entend le bruit de l'aspiration, jette la tête en arrière et ferme la bouche. C'est adapté. Il a compris ce que c'était, quoi. Il faut changer un peu, il faut le désensibiliser, diraient certains. Et peut-être faire peut-être faire le soin de bouche avec le Coca, justement, le Coca zéro. Ça doit être accessible. Là, c'était plus une aspiration, du coup, qui était oui, pour qu'on l'aspire, faire un soin à la compresse ou quelque chose comme ça avec le goût qui est plus agréable, qui évite l'aspiration qui peut être effectivement un peu traumatisante. Peut-être, alors je ne connais pas le contexte, c'est difficile, mais Et changer le contexte aussi. Oui, c'est ça, le faire dans un autre environnement, etc. Ouais. Peut-être renoncer transitoirement à l'aspiration pour une autre technique de soin, mais sans connaître exactement la situation, c'est vraiment un peu compliqué. C'est sûr que voilà, tranquillement assis sur mon fauteuil, c'est plus facile, mais mais je n'ai pas la. Je pense qu'il faut revoir quel soin on fait pour qu'on le fait, et puis changer. Donc l'environnement, ce que disaient les techniques de distraction, c'est aussi des stimulations neurosensorielles. Il y a aussi des fois des musiques plus enceintes vibrantes, des choses comme ça, par exemple. Donc c'est l'enceinte qu'on peut poser sur le thorax et qui lui donne la sensation de vibration en même temps qu'il y a la musique qui passe. Du coup, ça détend un peu. Et peut-être pas attaquer tout de suite sur le soin difficile, mais l'habituer à ces choses-là, vérifier qu'il apprécie l'environnement et puis introduire le soin dans ce contexte-là pour voir si c'est mieux. Plus le truc du goût, là, peut-être. Oui, en fait, il y a une autre personne qui pose la question à la personne concernée qui travaille en masse. Pourquoi pas d'accès au méopa? Aussi, parce que c'est autorisé en ville désormais. Donc, normalement. Mais peut-être ça dépend de la masse. Il faut un. Il y a beaucoup de structures où il n'y en a pas. En fait. C'est autorisé à domicile. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures encore où il n'y a pas. Oui, mais ça peut se travailler. Oui, tout à fait. Tout à fait. Une autre question, comme on était dans les prises en charge non médicamenteuses, vous avez évoqué une prochaine étude sur les moyens de prévention et notamment la prise en charge non médicamenteuse. Avez-vous des pistes? Ce qu'on vient de dire. Alors, ça dépend si on parle... ça dépend qui est-ce que l'on vise, si l'on vise des enfants qui ont une atteinte cognitive ou pas, mais des moyens de prévention non médicamenteuse. Philippe parlait de l'hypnoanalyse tout à l'heure. Il y a le biofeedback aussi, c'est apprendre à l'enfant à réguler son rythme cardiaque, sa respiration, à se détendre, parce que l'on sait que quand on est plus détendu, on sera moins contracté, donc on aura moins de douleur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biofeedback. Il y a la distraction. Quand on parle de la distraction, ça peut être aussi des stimulations sensorielles, auditives, olfactives, visuelles. La réalité virtuelle, c'est quelque chose qui... donc, l'immersion dans un environnement, c'est quelque chose aussi qui peut fonctionner. Et des fois, ça peut être... mais pas pour tout le monde, pas pour tous les enfants, parce qu'il faut il faut un minimum de compétences cognitives, de compétences motrices.
Il y a également la musique. Il y a un procédé, je ne sais pas si Philippe, tu connais, c'est Musicaire, voilà. Musicaire, c'est des choses calibrées, en fait, pour des durées de soins. Voilà, Avec donc des ça, c'est des... préenregistrés. Alors, autant la réalité virtuelle, en plus, moi, je ne suis pas fan, et puis ça demande quand même des moyens que la musique, par exemple, mais ça veut dire qu'avec l'enfant, il faut trouver... En fait, il faut se dire quand même que les moyens de prévention, ça va être difficile de trouver le moyen de prévention qui va être adapté pour tout l'établissement, tous les enfants. Il faut partir du principe que les moyens de prévention non médicamenteux vont être individualisés. Sauf un truc global qui est des locaux agréables, avec des couleurs, le calme, une température adéquate, etc., qui sont globales. Il y a quand même des conseils d'environnement globaux qui existent. Voilà, le fait de pouvoir voir la nature par la fenêtre, des choses comme ça fait partie des choses qui aussi sont considérées comme positives. Et il y a un certain nombre de choses globales qui existent. Il y a un groupe de travail actuellement de Brest Santé Handicap qui travaille sur les prémédications et sur la prévention des douleurs procédurales. Donc peut-être qu'il y aura des éléments qui vont sortir qui permettront de répondre. Merci. Et puis, des commentaires toujours sur le côté des soins dentaires. Donc, une personne qui signale que dans les Côtes-d'Armor, les soins dentaires spécifiques, c'est bien Handi Access qui coordonne. Et puis, une autre personne, effectivement, qui parle de l'importance de l'habituation aux soins et que l'ordre du chirurgien dentiste peut donner du matériel, des sondes, des miroirs, etc. Et il n'y avait pas d'autres questions. Du coup, moi, je me permets d'en poser une sur ce que vous pensez tous les deux parce que là, on a beaucoup parlé de douleurs aiguës. Et je pense que la population de personnes avec déficience intellectuelle ou polyhandicap a probablement de la douleur chronique. Et comment la dépister, l'évaluer? Si tu veux, un outil comme le profil de douleur pédiatrique est considéré dans une publication récente de septembre dernier comme le meilleur outil de dépistage des douleurs chroniques dans les situations de handicap chez les enfants et les adultes. Parce que justement, il y a ce score d'observation large et s'il est élevé, du coup, ça permet de se dire il y a effectivement une douleur installée déjà chez cette personne. Ensuite, d'aller traquer la douleur en petits morceaux, si je puis dire, en tout cas en interrogeant les différents éléments qui peuvent donner de la douleur, que ce soit du musculo-squelettique, que ce soit ORL, dentaire, les céphalées, l'abdomen, etc., enfin le digestif, l'urinaire. Et à partir de là, construire des propositions. Si on n'a pas de... Alors, c'est bien que dans le contexte de douleur chronique, on n'a pas toujours une maladie, enfin quelque chose de nociceptif qui explique, mais dans ce cas-là, pourquoi pas utiliser aussi les renforcements des mécanismes inhibiteurs descendants, etc., repartir sur des choses plus globales avec des traitements de fond. Toujours pareil, c'est des personnes très fragiles, donc je pense que si on a introduit des médicaments et pas des opioïdes, s'il vous plaît, mais si on a introduit d'autres médicaments, on va utiliser des médicaments avec des petites posologies, en faisant très attention à la tolérance, et en surveillant du coup avec le même outil pour voir si on a mis le médicament au bout de 15 jours, on regarde est-ce que ça a changé quelque chose dans l'évaluation de base de la personne, etc. Et je pense que c'est encore plus compliqué qu'en situation classique. Et puis après, c'est toujours pareil, là on parle de médicaments, mais il y a aussi tous les facteurs d'environnement qui jouent aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu des changements d'environnement, des changements dans les référents, des choses émotionnelles, etc. Enfin, il y a un travail à faire aussi sur les émotions de la personne, sur ce qu'il peut savoir de ce qu'elle a, le rassurer, reprendre des éléments, reprendre les émotions, les perturbations d'environnement. Il y a plein de choses à retravailler sur l'intégration et la compréhension qu'elle peut avoir, comme on fait dans les douleurs chroniques d'habitude. Et après, si on utilise des médicaments, encore une fois, c'est vraiment du traitement de fond. Donc, des choses le moins toxiques possible, mais à prendre régulièrement. Mais on peut faire, tu vois, dans les céphalées récurrentes, etc., on peut très bien faire des techniques
de détente, je sais pas, utiliser l'espace Snozelen de votre établissement avec, je sais pas, systématiquement 2 séances hebdomadaires pendant quelques mois pour voir est-ce que ça permet d'avoir finalement un apaisement de ces faits de tension, par exemple. Et puis repérer, est-ce que ça permet aussi de repérer les changements de comportement, en fait, avec toujours l'idée d'un état de base et de voir si telle indication, enfin telle tu pars de la salle Snozelen, après voir les comportements avant, après, et de voir si ça induit une modification de comportement. Ça, ouais. Mm. Et voilà, changer d'environnement. S'il est près d'une salle bruyante, peut-être qu'on peut l'installer dans un endroit plus calme de l'établissement, ou au contraire, peut-être qu'il se trouve mal et qu'il exprime beaucoup, il est agressif parce il se sent isolé dans une pièce où il n'entend aucun bruit, et peut-être qu'il a besoin d'avoir un environnement un peu plus actif pour avoir un environnement social, et qu'il a besoin d'être dans une chambre plus proche de l'activité du service, avec la porte ouverte, par exemple. Voilà, des modifications d'environnement qui, des fois, peuvent entraîner des modifications de comportement. Et voilà, quoi. Ok, merci à tous les deux. Du coup, on en parlera aussi lors de la 3e session du webinaire le mardi 20 juin à 14h, parce qu'il y aura des cas cliniques et on discutera des moyens de prise en charge de la douleur. Donc, merci. Merci à Madame Claire Laforêt de Brest Santé Handicap qui anime tout ça. Et puis, il y avait encore 2 questions, mais c'est vrai qu'on a dépassé l'horaire. Désolée, c'était un petit peu tard aux questions. Du coup, ce sera disponible le replay la semaine prochaine. Il vous sera envoyé le lien par mail. Merci à tous et bon après-midi, bon week-end et à bientôt. Au revoir, merci.